Bienvenue dans IDFX les bâtisseurs. Dans ce nouveau format, nous recevons des entrepreneurs, de l'artisan aux dirigeants de grands groupes industriels, pour des entretiens fleuves où nous explorons avec eux les enjeux économiques, sociaux et politiques de notre époque. Pour ce premier épisode, nous accueillons Henri Janot, président fondateur du groupe Janot, un acteur majeur de la menuiserie depuis plus de 50 ans. Il revient avec nous sur son parcours, son entreprise et les défis qu'il a dû relever pendant près d'un demi-siècle. Bonjour Henri Janot. Bonjour Arthur. Bienvenue dans IDFX. Merci. Donc l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui construisent et entreprennent et façonnent le monde de demain. Ici, on va parler de vision, de résilience, d'audace et d'innovation. Pas de pitch formaté, ni de storytelling, juste une discussion franche, une réflexion ouverte sur l'entrepreneuriat en France et ses enjeux. J'ai le plaisir de vous accueillir, Henri Janot. Est-ce que vous pouvez vous présenter à l'audience, s'il vous plaît ? Eh bien, donc, je m'appelle Henri Janot, j'ai 75 ans. Je suis né sur les bords de la Loire, où mes aïeux, depuis de longues générations, effectivement, étaient d'abord bateliers, et après, ils ont été pêcheurs en Loire. Voilà. Et donc, à 14 ans, j'ai commencé un apprentissage de menuisier chez un artisan local. Voilà. Et j'ai bien progressé, le brevet de maîtrise, le CAP, le brevet de maîtrise. Et après, donc, j'ai fait aussi des formations de maîtreur. Avant effectivement d'être responsable dans l'atelier, je dirais, d'une menuiserie assez industrielle, donc d'avoir la responsabilité de la fabrication de portes et fenêtres, voilà, qui m'a donné effectivement l'envie de créer ma propre entreprise pour faire ce métier-là. Et alors, à quoi ça ressemble, le marché de la menuiserie dans les années 70, au moment où vous commencez ? Donc ce marché était principalement des menuiseries standards, c'est-à-dire qu'on achetait chez le négociant des dimensions standards qui finissent par un 5 en hauteur et qui finissent par un 0 en largeur. Et là, c'était beaucoup pour la construction neuve et on ne pensait pas beaucoup rénovation aussi à cette époque-là. Par contre, si effectivement un artisan avait une demande pour changer une fenêtre, soit il la fabriquait lui, ou soit effectivement il achetait une menuiserie standard qu'il bricolait entre guillemets, pour la mettre à la bonne dimension. Et donc, quand vous créez l'entreprise, vous êtes tout seul ? Il y a quelqu'un avec vous ? Donc, dans l'entreprise où j'étais auparavant, j'avais effectivement dans mon équipe avec quelqu'un, je m'entendais très bien. Et fin 72, je lui ai parlé de mon projet. Et je lui ai demandé s'il voulait m'accompagner en tant qu'employé, pas en tant qu'associé, mais en tant qu'employé. Donc, après un peu de réflexion, il m'a dit « Ok, Henri, je te suis ». Je crois qu'il y a une histoire sur la conception, la fabrication de votre siège social. Oui, donc d'abord, la première fois que je suis venu voir le terrain, je dirais, où effectivement aujourd'hui nous sommes toujours installés d'ailleurs, donc je l'ai vu à la lueur des phares et c'était des choux et des colzas, donc c'était un terrain agricole. Il n'y avait pas d'électricité, c'était un chemin, il n'y avait pas d'eau. Et tout ça, donc il a fallu amener l'électricité, il a fallu creuser un puits, et nous, avec justement Rémi, parce qu'il s'appelle Rémi, celui que j'ai embauché, donc nous avons construit nous-mêmes l'atelier, on a coulé les fondations, monté les parpaings, monté la charpente, la couverture, enfin on a tout fait. Voilà, et du 15 mai 73 au 31 août 73, donc on a fait tout ça. Et au 1er septembre, nous étions opérationnels pour les clients. Et donc à ce moment-là, l'entreprise a plus de 50 ans maintenant ? Aujourd'hui, il y a 52 ans, on va bientôt commencer la 53e. Et donc est-ce qu'à ce moment-là, le Henri Janot de l'époque, il a déjà cette envie, cette vision de groupe industriel ? Vous imaginez bien que c'est... Non, absolument pas. Parce que quand même, ça aurait été, je pense, un peu prétentieux. Et puis, enfin, je veux dire, non, je ne suis pas un rêveur, donc voilà. Mais par contre, je n'ai jamais su dire non à un client. Et à chaque fois que j'ai un client qui me demande quelque chose, et un nouveau client, on va toujours trouver une solution. Vous fabriquiez donc au départ que des menuiseries bois. C'est quoi votre rapport avec la matière qui est le bois ? Alors, pourtant, dans mes origines, personne n'était dans le bois, mais c'est vrai que c'est un produit naturel que j'aime beaucoup, qu'on peut transformer.
Hein. D'ailleurs, on voit bien que, je veux dire, et ça a été beaucoup mis justement, ça a été beaucoup communiqué par rapport à la charpente de Notre-Dame. Et on a vu effectivement tout ce qu'on était capable de faire aussi avec du bois. Hein, c'est incroyable, je dirais. C'est vraiment un matériau qui est capable de tout faire. Voilà. Donc, amoureux du bois, amoureux des fenêtres. Hein, ça, je sais pas, c'est dans mes gènes, c'est dans mes tripes alors. Donc, votre vision de l'entrepreneuriat, il est plutôt basé sur la passion ou sur la gestion? Enfin, vous êtes quel type d'entrepreneur en général? J'adore la technique. Donc, je suis plus effectivement un homme de la technique. Voilà, le produit, les évolutions du produit. Je pense que j'ai un peu de flair à ce niveau-là, ce qui m'a permis, on en parlera sans doute notamment du PVC et des autres matériaux qu'on a aussi lancés. Voilà, donc je sens le marché. En une phrase, c'est ça en fait. Et donc, en tant qu'entrepreneur ou chef d'entreprise, je ne sais pas quel terme vous préférez, à l'époque, quelles ont été les évolutions, le contexte qui a fait que l'entreprise a pris cette direction? Et c'est quoi les événements qui ont jalonné Donc 73, effectivement, on est opérationnel, comme je vous le disais, donc pour les clients, au 1er septembre. 15 jours après, je me souviens, il a fallu embaucher un deuxième collaborateur. Un mois après, il a fallu encore en embaucher un autre. Et puis ça n'a pas arrêté. Et 2 ans après, il fallait qu'on pousse le bardage que j'avais prévu pour agrandir mon atelier. Et on double l'atelier, quoi. Donc la demande, elle est là. Parce que d'abord, on fabrique des beaux produits. Et pas seulement une fois c'est beau et puis une fois c'est pas bien. Non, une fois c'est bien, la deuxième fois c'est bien, la troisième fois c'est bien. Voilà. Et donc les clients, ils viennent. Et ils sont fidèles. Voilà. Et justement, 50 ans après, j'ai des clients qui sont toujours mes clients. Et j'ai toujours les mêmes clients 50 ans après. Et pour l'anecdote aussi, eh bien, dans mes clients, j'en ai 2, un qui est dans la vallée de Chevreuse, en région parisienne, et un autre à Saumur. Hein, c'est la 3e génération avec laquelle je travaille. C'est quand même pas commun. On a un peu discuté en amont pour les spectateurs, mais il y a un rapport entre la menuiserie Jeannot, la menuiserie même française, et le choc pétrolier. Tout à fait. Donc, 73, 74, le choc pétrolier. La France se dit, tiens, mais on chauffe les petits oiseaux, donc il va falloir quand même isoler un peu nos maisons. Voilà. Et donc, qui dit isoler, ça veut dire effectivement l'arrivée du double vitrage, qui était commencé déjà depuis 2 ans auparavant par rapport à certaines maisons qui se faisaient déjà avec des chauffages électriques. Voilà. Mais là, ça a été un peu plus effectivement actif. Donc, quelque part, je dirais, nos concurrents en 74, c'était surtout nos clients encore, qui eux-mêmes fabriquaient dans leurs ateliers. Mais là, je dirais, avec l'arrivée de la fenêtre à double vitrage, ça veut dire plus de bois, plus de matière, des joints, et mettre un double vitrage. Donc ça change beaucoup de choses, d'abord en termes de poids aussi, en termes de manipulation, manutention et tout ça. Et donc changer les outillages, acheter des nouvelles machines pour nos clients, pour fabriquer 30 ou 40 fenêtres dans l'année. Henri Jeannot, il est là, et il peut vous le faire. Donc voilà. Parce qu'à ce moment-là, vous avez 2 ans, 1 an ou 2 ans c'était effectivement au printemps 74. Ça faisait, oui, pas 1 an qu'on était lancé. Donc encore cette agilité, en fait. Oui, tout à fait. C'est pas pour ça que d'un seul coup, tout le monde s'est rêvé sur la fenêtre à double vitrage, on est d'accord. Hein, ça a mis un peu de temps quand même. Mais justement, ceux à qui, dans mes clients, à qui leurs clients leur demandaient effectivement cette fenêtre en double vitrage, et on était là pour effectivement leur fabriquer le sur-mesure nécessaire. Parce que nous, ça a toujours été le sur-mesure, pour un marché, bien sûr, qui est souvent celui de la rénovation, parce que c'est là où on a plus besoin de sur-mesure. On a travaillé pour le neuf, hein, bien sûr, mais en faisant toujours quand même un produit haut de gamme. Parce que chez Jeannot, c'est d'abord un produit avant d'être un prix. Très bien. Et donc, les années passent, l'entreprise grossit, on arrive dans les années 80, et forcément, quand on parle de fenêtres aux gens, et malheureusement aujourd'hui, je pense qu'ils pensent plus, ils ont en image à la fenêtre PVC qu'à la fenêtre bois. Et du coup, je voulais savoir comment ça s'est passé dans les années 80, ce changement vers le PVC. Donc, dans les années, c'est pas compliqué, à l'automne 81, donc il y avait le salon Batimat à Paris, et 3 semaines avant Batimat, effectivement, j'ai 2 de mes clients qui se retrouvent à l'entreprise, je ne sais plus exactement pour quelle raison, soit qu'ils venaient chercher leurs ouvertures qu'ils avaient commandées, soit pour demander un devis et tout ça. Et donc, dans la discussion que j'ai avec ces 2 clients-là, l'un et l'autre parlent de menuiserie PVC qu'ils avaient acheté chez un fabricant en Vendée, qui était le seul fabricant en France. Je me suis dit,
Ah, il faut que j'aille voir à Paris, à Batimat, ce qui peut être exposé justement en PVC. Et en allant effectivement à Batimat, j'ai découvert que tous les gros extrudeurs gamistes allemands étaient présents. Hein, les Réo, les Commerling, les Trocal, les VK et tout ça. Et j'ai choisi parce que j'ai trouvé que c'était le plus beau et que c'était le meilleur produit. Et en plus parce qu'effectivement il avait la couleur et c'était le seul à proposer la couleur. Donc j'ai choisi Trocal. Voilà. Donc ça c'était 81. On signe le contrat en 82. Ça fait 43 ans qu'on est toujours avec eux. Incroyable. Donc il y a une forme quand même... Vous envisagez aussi le commerce avec une certaine loyauté. Vous parlez des clients, là c'est le fournisseur. Exactement. On est des gens quand même qui sont fidèles, soit avec les clients, soit avec les fournisseurs, parce que aussi il y a un rapport humain qui est très important. Voilà, que ça soit. On a besoin de nos fournisseurs et on a besoin des clients. Et comme avec mes clients, ce sont tous des professionnels de la menuiserie, que moi-même je suis aussi, je dirais, issu de la menuiserie. Donc on parle le même langage, on connaît le même vocabulaire technique aussi. Voilà. Et aussi, si vous voulez, j'ai commencé tout seul ou avec un salarié. Et ce que j'ai fait et ce que j'ai monté, ils se disent, mais dans leur fond de leur tête, on aurait pu faire la même chose, nous aussi. Donc, voilà. C'est quoi la différence ? C'est quoi la différence ? C'est ce qu'on appelle l'entrepreneur. Donc voilà, c'est prendre des risques, malgré tout. Hein, c'est envie de développer, c'est dans mes gènes. Donc voilà, moi, comme je vous l'ai dit, je sens le marché, je sens les produits. Donc voilà, et comme je ne sais pas dire non à un client et à un nouveau client, comme on va en chercher des nouveaux clients, on grossit, on agrandit l'atelier, on investit des machines et on continue. Et 2 ans après, on recommence, ou en permanence plutôt. C'est pas 2 ans après d'ailleurs. Donc il y a ça. Vous étiez voué à croître ou des entreprises n'arrivent pas à croître. J'aimerais bien saisir un peu plus la différence dans l'action. Qu'est-ce que vous avez mené de différent pour que vous deveniez aujourd'hui le groupe que vous êtes? Qu'est-ce qui a joué fondamentalement? Vous dites c'est être entrepreneur, mais dans les actions, vous sentez le marché, mais est-ce qu'il y a des anecdotes, des choses un peu plus précises dans les décisions commerciales que vous avez pu faire, des prises de risques? C'est mon quotidien. J'ai pas l'impression d'avoir fait des choses extraordinaires. Des gens me parlent de la réussite. Tu dois être fier de ta réussite. Ma réussite, non. Je suis quelqu'un en plus qui n'a pas changé. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est 700 aujourd'hui que je suis le même homme qu'il y a 50 ans. Voilà, c'est mon quotidien. Non, c'est ma nature qui est comme ça. J'ai pas l'impression, je vous dis, d'avoir fait des choses extraordinaires. Je sens le marché et je suis un développeur. C'est dans mes gènes. Donc, et notamment pour le PVC, vous voyez, on s'est lancé dans le PVC et ça a été effectivement la lame de fond au niveau de l'activité PVC. Pendant 30 ans, ça a bien déroulé, on s'est énormément développé, on a construit des usines, elles n'étaient pas assez grandes, on en a reconstruit d'autres. Celles qui étaient grandes, on les a encore agrandies, enfin voilà. Donc, et je suis un bâtisseur en plus. Donc, par contre, effectivement, l'image de Jeannot, c'est aussi, quand on fait du haut de gamme, je dis on ne fait pas du haut de gamme dans le fond de son garage. Donc, on peut faire, ça n'empêche pas quand même, mais l'environnement, les usines, je dirais l'intérieur comme l'extérieur et tout ça, je dirais l'image qu'on donne, c'est une image de haut de gamme. Et comme je dis à tous les commerciaux, quand on embauche des commerciaux, je dis tu viens chez Jeannot, c'est pour vendre un produit, c'est pas pour vendre un prix. Donc il faut que tu t'appropries les produits pour en parler avec passion et amour. Très bien. J'aimerais qu'on parle de manière plus générale, qu'on prenne du recul, vous qui avez traversé les décennies avec le groupe Jeannot. Est-ce que c'était plus simple d'entreprendre en France à l'époque que maintenant? Indéniablement. Vous avez des exemples concrets? Alors déjà pour le permis de construire, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de zone industrielle ni de zone artisanale, et donc quelque part j'ai acheté un terrain, 7200 mètres carrés, 2 francs le mètre, je parle de francs, oui. Pas 2 euros, d'accord, 2 francs le mètre. Pas d'eau, pas d'électricité et un chemin. Donc il a fallu empirer le chemin, on a déposé le permis de construire, voilà, et on s'est fait notre propre assainissement, voilà, et tout ça. Bon, aujourd'hui vous imaginez, on est à 100 000 lieues de tout ça. Voilà. Donc,
Bon, les contraintes sont beaucoup plus importantes, je veux dire, on n'arrête pas, je dirais, au niveau administration. On le voit bien pour les agriculteurs qui ont manifesté. Nous, pour les artisans ou les entreprises, je veux dire, on n'arrête pas de mettre des couches et des couches et des couches et des couches. Et aujourd'hui, pour un métier, je dirais, industriel comme le nôtre, qui est très capitalistique en plus, quand on voit effectivement toutes ces contraintes que nous avons, c'est le discours que je tiens aux hommes politiques, effectivement, que j'ai l'occasion de rencontrer quand même. Je leur dis, le temps politique n'est pas le temps économique. Voilà. Quand je décide de construire une nouvelle usine, c'est pas dans 5 ans que j'en ai besoin, moi, de la nouvelle usine. Donc c'est demain. Voilà. Et c'est pour ça que tout ça, en termes d'anecdotes aussi, je peux dire aussi que je vois une très nette différence, par exemple, dans les départements où nous avons effectivement notre siège sur le 44, à côté de Nantes, voilà, où on avait un certain nombre d'implantations sur le terrain déjà, sur notre site. Et donc l'implantation que nous avons eue, effectivement, il y a 30 ans de ça, sur le Maine-et-Loire, dans la région de Choletais, notamment dans les Mauges. Et quand j'ai décidé de m'implanter ou de construire une nouvelle usine dans les Mauges, dans le bassin choletais, donc c'était le pays de la chaussure. Et en 91, quand je vais voir effectivement la mairie de Saint-Germain-sur-Moine, parce qu'ils avaient construit une petite, justement, zone industrielle, et donc l'usine de chaussures GEP, qui est une marque assez importante, que beaucoup de gens connaissent encore. Effectivement, 1400 habitants à Saint-Germain-sur-Moine, 1400 salariés chez GEP. Voilà. Ouais. Et donc là, avec le dépôt de bilan, je dirais, énormément de gens se sont retrouvés, effectivement, je dirais, donc, au chômage. Si vous saviez effectivement, je dirais, la dynamique qu'il y a eu entre à la fois les élus de cette communauté de communes, à la fois aussi au niveau, alors c'était pas, je dirais, c'était pas France Travail, mais c'était l'organisme qui s'occupait. Il y a eu une dynamique pas possible, effectivement, pour, je dirais, et non seulement ça, mais ils m'ont donné même le terrain d'1 hectare, parce qu'on était les premiers à s'installer sur cette zone industrielle à Saint-Germain. Il y avait une dynamique. Donc, ils ont mis les locaux de la mairie à disposition pour embaucher, pour faire tous nos recrutements, effectivement. Et donc, on a embauché que des gens qui venaient de la chaussure. France Travail, je les appelle comme ça parce que c'est aujourd'hui ça, a financé, la NPE de Louis de l'époque, a financé la formation de nos gens à l'usine du Leroux. Et quand on est parti et quand on a déménagé, quand on a, je dirais, mis en route le lundi matin, effectivement, l'usine sur Saint-Germain-sur-Moine, le soir même, on gagnait de l'argent. Une vraie dynamique vertueuse entre les différentes parties. Et que nous avons toujours. Et j'arrête pas de dire à nos élus du 44 que les vaches sont trop grasses dans le 44. Donc ça marche bien, quoi. Ça marche très bien. Et on est très contents. Et malgré tout, c'est là que justement, cette notion de territoire aussi, elle est très importante. Parce que malgré tout, même, je dirais, les années passant, avec les jeunes des Mauges aussi qui vont en formation, qui s'en vont, qui font Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5, on les retrouve parce qu'ils reviennent chez eux. Parce qu'il y a et voilà, le territoire est tellement ancré dans leur gène qu'effectivement, et voilà. Et pas plus tard que, je dirais, il y a quelques semaines, quand je discute avec des nouveaux, quand je visite les ateliers, j'ai dit, tiens, t'es nouveau, toi. Voilà, donc j'aime bien savoir un petit peu et tout ça. Et donc, t'as fait quoi comme formation? Moi, j'ai un Bac plus 5, j'ai un master d'histoire géo. J'ai dit, tu vois, ça mène à tout parce que t'étais sur la soudeuse, c'est toi qui mettais les profils sur la soudeuse. Mais il se plaisait très bien. C'est intéressant que vous parliez de territoire, puisqu'aujourd'hui, on a un développement aussi du marché qui joue à un niveau européen, voire mondial. Comment le Made in France peut se défendre dans ce contexte concurrentiel? Comment, en tout cas, vous avez fait pour défendre Parce que d'abord, on est sur un marché quand même qui est national. Donc ça veut dire que nos concurrents sont confrontés aux mêmes problématiques que nous. Les charges sociales, tout le social qui va avec. Donc voilà. Donc forcément, on n'est pas pénalisé parce que nos concurrents, c'est la même chose. Voilà. Maintenant, je dirais donc, et on en parlera peut-être un peu plus tard, c'est parce que depuis 3 ans qu'on a une agence aux États-Unis, voilà, c'est un peu différent. Donc c'est vrai que d'être confronté je dirais, à toutes ces réglementations de toute façon, ça se retrouve effectivement dans le prix de vente de nos fenêtres, parce que je vois pas comment on peut faire autrement. Donc, on est bien obligé, effectivement, de vendre effectivement, avec un peu de résultat. C'est pas un gros mot de dire qu'on fait du résultat, quand même. Donc, voilà.
Parce que on vient de voir quand même récemment mon conscrit, parce que il est comme ça, on est du même âge avec Bernard Arnault. On n'a pas tout à fait les mêmes, je dirais, la même trajectoire. On va dire ça comme ça. Hein. Donc, comment on est pénalisé en France, hein, et ça continue. Ils n'ont rien compris. On a des politiques qui n'ont rien compris. Hein. Je veux dire, on croit que ça tombe comme ça du ciel, mais c'est pas possible. Je veux dire, et c'est pas par plaisir, effectivement, qu'on est amené, effectivement, par rapport, je dirais, aux conneries de Macron, hein, l'année dernière. Je dirais, donc, quand même, justement, sur le plan du PIB, effectivement, je dirais, les 4 ou 5 points qui s'en vont. Voilà, ils sont complètement déconnectés, tout ce qu'ils en sont. Bien sûr. Non, mais vous abordez en plus un sujet. Alors, je ne veux pas faire de politique, hein, mais je veux dire, non, on est quand même touché au quotidien par ces problèmes-là. Mais exactement. Et en fait, on touche vraiment là au cœur de cette émission, qui est de donner la parole aux entrepreneurs, donc à ceux, on va dire aujourd'hui, qui tissent le tissu économique du pays. Et n'empêche que c'est la manne qui fait vivre le pays. Le PIB, c'est de la production. Donc à la fin, si on ne produit plus, voilà, il n'y a plus de pays. Bien sûr. On peut le dire. Donc c'est très intéressant d'avoir cette approche, et notamment, Bernard, on en a parlé même dans l'interview précédente. C'est comme là, vous avez ouvert en effet cette filiale aux États-Unis. Quelle différence notable entre le développement de Maison Jeannot et le développement de Jeannot récent, vous pouvez faire quel parallèle vous pouvez faire entre les deux? Alors, c'est pas facile de faire un parallèle, parce qu'en fait la production elle est toujours restée elle est toujours à Nantes, elle est au Robotro chez nous. Bien sûr. Donc là-bas c'est un magasin qui vend et qui installe. Donc c'est pas tout à fait, je veux dire, on peut pas comparer. C'est pas comme si on avait une usine qui fabriquait des fenêtres là-bas aussi aux États-Unis. Voilà. Mais effectivement, je dirais, là-bas c'est pas un gros mot que de gagner de l'argent. Hein. Quand je dis gagner de l'argent, c'est au moins faire des marges pour pouvoir réinvestir, pour pouvoir effectivement payer ses salariés à la fin du mois et tout ça. Voilà. Et ici, c'est mal vu la réussite de toute façon en France. Hein, c'est très clair. Hein. Et même si effectivement je suis sorti justement, comme je vous dis, d'une famille très simple, Henri Jeannot, voilà, c'est oui, de toute façon, quand on réussit comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas normal. Hein. On a dû écraser du monde en passant. Ça peut-être, hein, je m'en suis pas rendu compte, mais je pense que avoir quand même, je dirais, des relations et faire de l'humain aussi au sein de mon entreprise, je dirais. Donc voilà. Donc la comparaison, on ne peut pas la faire pour l'instant. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, d'abord, de toute façon, aux États-Unis, on ne touche pas une clientèle de smicards. C'est pas possible, pas avec les produits qu'on fabrique. Voilà. Donc il y a une population qui est importante, qui gagne beaucoup d'argent, qui effectivement, je dirais, travaille avec des architectes qui sont branchés sur les produits, enfin je dirais, l'architecture européenne. Voilà. Et donc, c'est... Bon, les chantiers qu'on a faits, il y en a un qui est en fabrication. La maison, il y a 70 fenêtres. Hein. Bon, c'est quand même un peu plus grand qu'un F3 sur sous-sol, quand même. Hein. Donc, d'accord. Voilà, hein. Donc, d'accord. Oui, c'est un autre type de clientèle. C'est une autre type de clientèle, c'est celle-là qu'on va cibler. Et c'est celle que, effectivement... Et maintenant, je revendique, quelque part, qu'on est le Hermès de la fenêtre. Aller chercher du haut de gamme. Absolument. Et est-ce que c'est primordial dans ce contexte de crise qu'on vit aujourd'hui dans le bâtiment? Non, ça a toujours été dans mes gènes. J'aime ce qui est beau. Vous viendrez, si vous venez sur le site de l'entreprise, vous verrez que c'est top. La pelouse est tondue, je veux dire, les parkings c'est nickel, les façades sont nickel et tout ça, voilà. Et en plus, effectivement, il y a un très beau produit qui est là pour l'accueil au niveau, effectivement, des 50 ans, hein, qui a été fabriqué notamment à Marabout par une entreprise sartoise, donc voilà. Hein, donc voilà. On va continuer de parler de la France et après, je vais dériver plutôt sur le savoir-faire, mais en France... Aujourd'hui, en effet, je l'ai un peu abordé tout à l'heure, on traverse une crise dans le bâtiment. Les carrés de commandes ont été divisés par 2 pour pas mal d'entreprises du bâtiment, dans la rénovation, dans le neuf. En tant que chef d'entreprise, comment vous pilotez votre entreprise dans ce contexte incertain? Alors certes, il y a eu la crise Covid, il y a eu d'autres crises, mais là, dans le contexte actuel, c'est quoi votre stratégie, ou en tout cas votre manière d'aborder les choses? Donc déjà, on est sur le marché de la rénovation qui, lui, est moins touché. Hein. Et quand on dit marché de la rénovation, je dirais des fenêtres, c'est le marché effectivement du logement de tous les Français. Hein. Alors tout le monde n'a pas besoin de changer ses fenêtres parce qu'effectivement il y a ceux qui ont construit, qui sont encore bonnes. Dans 10 ans ou 15 ans, il faudra peut-être penser à les changer parce qu'ils ont... en fait, quand quelqu'un fait construire une maison, je veux dire, les fenêtres, c'est juste un produit accessoire qui sert à boucher les trous dans la maçonnerie. Donc voilà. Donc du moment que ça bouche le trou, c'est bon.
Mais moi, je tairais effectivement, je dirais des constructeurs, hein, où les gens, ça fait 15 ans qu'ils sont dans leur maison, ils sont obligés de changer les fenêtres. Voilà. Donc là, on est sur le marché de la rénovation. Voilà. Mais c'est comme ça. Je veux dire, leur budget, il était pas expansible non plus. Voilà. Donc nous, on est sur ce marché-là, avec une population qui est déjà plus âgée. Voilà. Et donc, on est moins touché parce qu'effectivement, le coût énergétique, enfin, l'énergie et tout ça, enfin, en plus, le classement de nos logements et tout ça, fait qu'effectivement, je dirais, ils sont obligés quand même, quelque part, de changer leurs fenêtres s'il y en a vraiment besoin. Et simplement pour dire, au niveau de l'anecdote, rien qu'à marcher à pied de la place, hein, de la place au Mans, à venir à pied ici avec Julien, on a quand même remarqué qu'il y en avait encore beaucoup à changer dans les 2 rues qu'on a pris là. C'était même des dizaines qui en avaient à changer. Hein. Donc il reste énormément. Alors, le marché de la rénovation des fenêtres, parce que vous n'êtes pas dans le métier, vous imaginez pas, effectivement. Comme je disais, c'est le marché de chaque Français. Hein, du logement de chaque Français. C'est le marché du scolaire. Ça va de la maternelle aux facultés. Là, on a fait justement une réalisation sur Lyon où on a 1800 châssis en aluminium avec brise-soleil et tout ça, par exemple. Bon, voilà. Bon, c'est le marché des hôpitaux, enfin, de tout le milieu hospitalier. Hein, ça va effectivement des EHPAD, des hôpitaux. Là, le nouveau CHU de Nantes, effectivement, est en construction. Donc là, c'est pas de la rénovation, mais on a effectivement une partie de mur rideau qui est sortie de nos ateliers. Voilà. C'est le marché de l'hôtellerie. L'hôtellerie, et je reviendrai tout à l'heure sur le marché de l'hôtellerie parce que on en a fait et on recommence à en faire. Donc si vous voulez, tous ces marchés-là, les marchés du tertiaire, tous les bureaux. Donc le marché des fenêtres, c'est environ 10 à 11 millions de fenêtres chaque année en France. Mais on ne sait pas combien il peut y avoir de fenêtres déjà en France. On estime qu'il y en a à peu près 350 millions. Donc c'est énorme. C'est un marché inépuisable. Donc vous voyez, ce que je regrette, c'est que j'ai déjà 75 ans, mais je vois encore 50 ans devant moi, là. Et je suis passionné enfin pour les 50 ans qui viennent, là. Bon, dans 50 ans, je sais que je ne serai pas là, mais voilà. Non, mais c'est intéressant. Quelle vision, justement, oui, vous avez sur l'avenir du marché du bâtiment en France? C'est des choses différentes, vous voyez. Oui. Et pour revenir aussi dans le marché de la fenêtre, vous voyez donc tout ce marché qui, en plus, faut changer les fenêtres, faut les transformer. Là, on est aussi sur un marché, notamment en acier, pare-balles et tout ça, qui sont les miradors de prison. Hein, les miradors de prison, aujourd'hui, il y a des miradors, dans les miradors, il y a quand même des fenêtres. Bon, faut les changer. Il y en a, ça n'a pas été bien fait, là aussi, parce que c'est toujours, quand c'est neuf, on prend toujours le moins cher, sauf qu'on s'aperçoit qu'effectivement, il faut changer. Donc là, blindé, vitrage blindé, tout, je dirais, blindage et tout ça. Donc là, le jour où effectivement l'entreprise à qui on a vendu effectivement fait l'installation de ces fenêtres-là, il faut que le GIGN soit prévenu, et donc tout ça, ça s'organise un peu en amont. Vous imaginez bien il n'arrive pas un matin en disant tiens, on va venir changer les fenêtres du Mirador là. Donc voilà. C'est énorme. Pour revenir au marché de l'hôtellerie, c'est un marché sur lequel on a beaucoup travaillé depuis 1990, où on a rénové le siège social du groupe Accor à leur demande. Pourquoi ? Parce qu'on avait la couleur avec Trocal. Ouais. Et donc, ils ont tellement été contents qu'après, effectivement, ils se sont lancés dans la rénovation. Et vous allez à peu près dans quasiment 90% des Novotel en France, ils sont tous équipés de fenêtres Janot en rénovation. Donc les Novotel, les Ibis, les Sofitel, on en a fait sur toute l'Europe. Voilà. Et donc un certain nombre de grandes marques aussi, je dirais, du groupe Accor. Et on a fait, je dirais, pendant 15 ans, 20 000 menuiseries pour eux. Donc, mais ça s'est arrêté, vous voyez, entre 90 et 2005. On est en 2025, 20 ans après. Donc ça y est, ils repartent. Et ils pensent à Janot. Parce qu'ils sont contents de Janot. Et puis c'est écrit dessus. Et c'est écrit dessus, sur les poignées et tout ça. Donc j'aimerais qu'on revienne là sur la partie pilotage d'entreprise. On en parlait tout à l'heure. C'est quoi votre quotidien ? C'est comment on pilote une entreprise, qu'on traverse les crises. Voilà, je crois que vous êtes amateur de voile, donc il y a peut-être un parallèle à faire. On tient un cap, on navigue à vue. Comment ça se passe, le quotidien d'Henri Janot à la tête du groupe ? En ce moment ? En ce moment ? Eh bien, en ce moment, c'est le brouillard, quand même. Hein, parce qu'effectivement, je dirais,
pour rapport à ce qu'on a évoqué aussi un peu plus en amont, là, tout à fait. Bon, je dirais, on est un mois pousse l'autre, parce qu'au niveau du carnet de commandes, je dirais, donc, la brouillard dans laquelle est la France, sur le plan politique, fait qu'effectivement, les gens quand même mettent du temps à se décider. Voilà. Bon, ok, on a un mois de janvier qui est pas trop mal, mais ça n'empêche qu'effectivement, je dirais, une hirondelle ne fait pas le printemps. Hein, n'est-ce pas? Voilà. Donc, D'abord, j'ai 75 ans, comme je vous l'ai dit, et je suis quand même plus à temps plein, quand même. Hein, d'accord? Donc, effectivement, il y a ce qu'on prévoit, aussi qu'on va faire, et puis en fait, il y a tout ce qui arrive, effectivement, qui n'était pas prévu. Hein? Comme la dissolution, par exemple. Voilà. Et donc là, c'est vrai qu'effectivement, bon, on a parlé tout à l'heure aussi, un chef d'entreprise, il doit s'occuper de tout et tout ça. Ce qui est important, c'est que quelque part, tout ce qu'on en est, on a tous un plafond de verre. Et effectivement, je dirais, moi, dans mes 50 années, là, j'ai eu des collaborateurs qui étaient très compétents, qui se sont investis énormément. Et comme l'entreprise a continué à se développer et tout ça, et les responsabilités que j'avais pu leur donner à un moment donné, eh bien, ils ont tapé dans leur plafond de verre. Et pour certains, j'ai pas pu les garder. Voilà. Et ça, c'est quand même avec des gens qui se sont investis. Alors, pour certains, voilà, dans la tête, je sais à qui je pense, ici, à plusieurs, ça leur a permis de rebondir. Et pour certains, effectivement, justement, de racheter aussi des entreprises. Voilà. Donc, quelque part, c'est positif. Et ce plafond de verre, je me suis dit aussi, Henri, il faut quand même que tu sois conscient de ton plafond de verre. Tu as un CAP de menuisier avec un brevet de maîtrise, hein, voilà, bon, ok. Qu'est-ce que tu aimes? Voilà, j'aime la technique, j'aime construire, j'aime la relation client, j'aime le marketing, mais la gestion, ok, je me débrouille pas trop mal en maths, je sais compter, même très vite, mais ça me passionne pas, voilà. Et quand est arrivé, je dirais, à la fin des années 90, je dirais, donc les 35 heures à mettre en place dans l'entreprise, hein, le système ERP au niveau informatique, alors là, j'ai dit, bon, là, ça me dépasse. Et c'est là que j'ai décidé de prendre un directeur général. J'ai dit, je vais prendre un directeur général. Mais avant, je vais écrire tout ce que je fais. Que ce soit pour les achats, que ce soit pour le commerce, que ce soit pour la construction des bâtiments, que ce soit pour les RH, enfin, tout ce que je faisais. Et voilà. Et j'ai fait 3 colonnes. La première, c'est ce que je garde. La deuxième, c'est ce que je donne à mon directeur général. Et la troisième, c'est ce qu'on décidera tous les deux. Voilà. Et c'est comme ça qu'effectivement, je dirais le 11 septembre 2000, pas 2001, 2000, effectivement, j'ai eu un directeur général qui est venu me rejoindre. Voilà. Et il m'a accompagné pendant 14 ans. Donc il avait un profil qui était un peu plus gestionnaire. Mais c'est là aussi où j'ai vu pendant ces 14 années ce qui était en fait un chef d'entreprise et un N-1. Parce qu'il était directeur général, mais il n'avait pas cette capacité ou cet esprit entrepreneurial. Alors c'est vrai qu'au terme de gestion et tout ça, mais il était bon, mais en termes de prise de risque, rien. Parce qu'un chef d'entreprise, ça prend des risques tous les jours. Et on aura peut-être l'occasion aussi d'en parler, parce qu'effectivement, je dirais, quand j'ai créé l'entreprise, j'ai commencé avec 200 000 francs. Hein, je dirais, j'avais raclé un peu les fonds de tiroir, mes parents m'avaient prêté un peu d'argent aussi, la banque, le Crédit Agricole m'avait prêté effectivement 120 000 francs, on avait des taux d'intérêt à 4 et 4,5, je me souviens très très bien, c'était des taux pour les jeunes agriculteurs, mais aussi pour les jeunes artisans. Voilà, et avec 200 000 francs, j'ai commencé. Sauf qu'effectivement, appuyer constamment sur l'accélérateur, en termes de développement, reconstruire et agrandir les ateliers, acheter des nouvelles machines, plus de bois en stock et tout ça, sur ce qu'on appelle, c'était la course au BFR, le besoin en fonds de roulement. Voilà. Et c'est pour ça qu'est arrivé quand le PVC en 81, j'étais en affaires personnelles, hein, quand même, donc avec tous les risques que ça comporte, hein, voilà. Et en 80, on décide avec mon comptable de faire une SARL et tout ça. Et puis, je vais retourner voir mon banquier au Crédit Agricole, mon chef de bureau, là, tout ça. Et il me dit, en fait, maintenant, on a une cellule PME à la caisse régionale. Ça serait quand même bien de monter à la caisse régionale pour le rencontrer. Bon, ok, donc, des business plans.
on n'en parlait pas tellement de business plan à l'époque, mais enfin, on avait quand même mis un peu sur le papier directement quand même quelques chiffres et tout ça. Et le responsable qu'on a vu des PME, donc, me dit à mon épouse et à moi, parce qu'on était montés tous les deux, il me dit, c'est bien, peut-être, mais nous, on ne vous suivra pas, parce que de toute façon, vous allez vous casser la figure. Tel que. Au moment du virage vers le PVC, c'était ouais, ça. Tout à fait. Bon, ok. Non, j'ai refermé ma sacoche et puis on est reparti. Mon épouse pleurait. J'ai dit, écoute, bon, c'est comme ça. On va tâcher de trouver un autre banquier. Donc, ce qu'on a fait. Voilà, et ils s'en plaignent pas d'ailleurs, parce que c'est la Banque Populaire et depuis 40 ans qu'on fait du PVC, et donc maintenant c'est le principal banquier du groupe. Et Crédit Agricole, même si les gens qui sont au Crédit Agricole n'y sont pas en rien aujourd'hui, mais enfin régulièrement ils viennent taper à la porte. Tant que je serai là, ça sera un peu compliqué pour vous. Voilà, donc tout ça pour dire, le BFR, le fait d'être chef d'entreprise, c'est effectivement prendre des risques tous les jours. Et ça, alors on peut être amené, mais là aussi, c'est quelque part, c'est un projet de couple, j'allais dire. Sauf que quand effectivement j'ai créé l'entreprise, ça faisait 1 an qu'on était mariés, mon épouse était enseignante, une entreprise, ses parents étaient agriculteurs, donc une entreprise, elle ne savait pas ce que c'était qu'une entreprise, à la limite, elle ne s'était pas intéressée non plus à l'entreprise. Mais comme oui, c'était ma volonté, moi, et donc je voulais créer ma boîte, et je la préparais déjà, effectivement, depuis 6 mois à l'avance, quoi. Donc, elle a quitté son métier d'enseignante, on a eu 3 enfants, 3 filles, et en même temps, elle s'occupait de la comptabilité. Voilà, bon, mais elle n'était pas faite quand même pour effectivement être dans le milieu de l'entreprise. Le monde de l'enseignement était beaucoup plus fait pour elle quand même, tout à fait. Ouais. Donc pour vous, tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat ? Non, parce que pour moi, je dis c'est dans les gènes, c'est tout. Hein. J'ai un frère, lui, mon frère, il n'aurait jamais fait ce que j'ai fait. Il a fait toute sa carrière dans une grande banque. Voilà, il a monté et tout ça. Donc voilà, bon, mais voilà, donc être salarié, c'est une chose. Être le patron, et prendre les risques tous les matins et décider. Alors c'est vrai que c'est mon tempérament aussi qui fait que je décide vite, très vite. Bon, et donc, et des fois, forcément, hein, je vais pas me tromper, hein, ça m'est sûrement arrivé, hein, d'ailleurs. Voilà, donc, mais enfin, ça n'a pas eu trop d'incidence ou de conséquences. Ce qui est, je dirais, au niveau aussi, comme je vous l'ai dit, le plus dur, c'est aussi de se séparer de collaborateurs qui ont été fidèles, qui se sont investis et qui ont atteint leur plafond de verre. Ça, je dirais, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de chefs d'entreprise qui ont conscience de ça. Et qui effectivement croient aussi qu'effectivement c'est eux qui ont toute la science infuse. Dans ce que je connais bien, je pense ne pas me tromper beaucoup. Effectivement, dans ce que je connaissais moins bien, effectivement, j'ai délégué. Et, bon, délégation n'empêche pas contrôle, hein, non plus, hein, d'accord. J'ai bien compris. C'est quoi votre vision pour l'avenir du groupe Jeannot ? Où est-ce que l'entreprise va ? On a fêté les 50 ans et comme je l'ai dit aux 50 ans, on n'est qu'à mi-chemin. Donc moi, on part pour les 50 ans suivants. Donc voilà. Et on donne rendez-vous effectivement en 2073. Très bien. Dans mes directeurs généraux, je reviens sur ça parce qu'effectivement, quelque part, c'est l'avenir du groupe qu'on parle. Voilà. Donc celui qui est rentré en 2000, il m'a accompagné jusqu'à sa retraite. On est du même âge. Mais lui, il a pris sa retraite à 65 ans. Voilà, il m'a accompagné jusqu'en 2014. Donc on avait anticipé, effectivement, et non seulement anticipé, mais on avait effectivement, je dirais, dans l'entreprise, quelqu'un brillant, art et métier, brillant. Il avait pris la responsabilité du PVC, il avait pris la responsabilité de l'ALU, on lui avait donné toute la direction industrielle, et on l'a effectivement, je dirais, nommé directeur général adjoint, effectivement, enfin voilà, pour préparer. Et puis est arrivé un moment, on a dit, voilà, maintenant ce qu'il faudrait, c'est qu'effectivement, tu nous dises ta vision, effectivement, du groupe, enfin ta vision de l'avenir pour le groupe, effectivement. Tu as tes collègues du CODIR qui sont cadres aussi, et qui sont, je dirais, tout comme toi, je dirais, associés dans l'entreprise, parce que j'avais créé une société dans laquelle, effectivement, ils étaient actionnaires, et cette société étant actionnaire du groupe Jeannot. Voilà. J'ai dit, écoute, il faut que tu travailles avec eux, parce que, justement, c'est vous l'avenir de Jeannot demain. Voilà. Et donc, le jour où il a passé son oral, quelque part,
Il y avait mon DG de l'époque, il y avait mon conseiller, que j'ai un conseiller depuis 40 ans, qui est mon miroir aussi, hein, quelqu'un d'extérieur. Et j'avais mon épouse qui, effectivement, je dirais aussi, était là. Et donc ça durait la matinée, il nous a présenté sa vision de l'entreprise et tout ça. Et quand on a débriefé, déjà, moi, ça collait pas trop. Et mon épouse nous a dit, je me souviens très bien, donc voilà, elle a dit, mais comment ça se fait que vous n'avez pas vu effectivement que ça colle pas? Bon, eh bien, effectivement, c'était un numéro 2, mais lui non plus, ça ne pouvait pas être un numéro 1. Ou pas au niveau, effectivement, où était rendue l'entreprise. Voilà. Depuis, effectivement, il a repris quand même une entreprise, mais beaucoup plus petite. Voilà. Et bon, après, je n'ai pas trop d'écho, mais voilà. Bon. Donc, il a fallu, effectivement, se dire, en fait, maintenant, il faut qu'on trouve un directeur général. Donc, on passe par un cabinet. Annonce nationale, 750 CV. Ah oui. Quand même. Il faut faire du tri. Donc le cabinet s'occupe du premier tri, déjà. Puis on repasse en mettant Jeannot ce coup-ci. 100 de plus. Donc nous, on avait des critères. Je voulais quelqu'un qui avait déjà eu la fonction de directeur général. Voilà. Et donc il en restait 12. On a vu 12 en entretien, effectivement, je dirais à 3 personnes. Et après des entretiens individuels et tout ça. Bon. Tout ça pour dire, et en résumé, qu'effectivement, je l'ai gardé 4 ans, et donc il a fallu qu'on se sépare au bout de 4 ans, parce qu'en fait, on s'était trompé. C'est quelqu'un qui avait été effectivement directeur général, mais toujours effectivement de PME de groupe, dans des groupes. Voilà. Et une PME familiale, ça n'a rien à voir. En fait, un dirigeant de PME de groupe, lui, il est loin des clients. Hein. Par contre, il doit vendre à son comité de direction du groupe le fait qu'on ne lui ferme pas son usine. Ben oui, non mais ça a l'air... ben oui, j'ai découvert ça, moi. Voilà. Donc, la sécurité, pas de problème, il y avait tout ce qu'il fallait. Hein. C'est bordé de tout bordé, là, je veux dire. Donc, mais non, c'est pas ça une PME familiale. C'est les 2 pieds tous les matins dans la boue et on gère. Après, on s'occupe de la stratégie le soir ou le week-end. Donc, il m'a accompagné 4 ans et on l'a remplacé. Alors, autre anecdote là aussi, donc là, quand j'ai dit au cabinet, j'ai dit, on s'est planté donc avec cette personne-là. Donc maintenant, il faut trouver quelqu'un d'autre. Par contre, comme je le garde, il faut que ça soit le plus confidentiel possible. Donc, regardez dans votre vivier ce que vous avez et tout ça. Donc voilà, il regarde. On fait des entretiens avec 3 personnes. J'avais toujours effectivement 2 personnes à côté de moi aussi pour justement pouvoir échanger. Et il y en avait une qui était pas trop mal. Je sentais pas trop, je me pressais pas. Et puis un beau jour, c'est une femme qui se dirigeait ça, et elle m'appelle et me dit « Ah, j'ai vu quelqu'un, il faut absolument que vous le voyez. Par contre, je sais qu'il y a un problème pour vous, c'est qu'il est polytechnicien. » C'est un problème. Et comme elle sait qu'effectivement, ce que je pense des polytechniciens, c'est-à-dire que quand vous avez un problème dans une entreprise, vous faites rentrer un polytechnicien. Quand il quitte l'entreprise, vous n'avez pas un problème, vous en avez 2. Donc ça, c'est quand même une anecdote qui est assez collée quand même, je dirais, aux polytechniciens. Bon. Mais elle me dit, non, il faut quand même que vous le rencontriez. Bon, c'est ce qu'on a fait. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et voilà, il est toujours avec moi. Et alors, il a un profil qui est peut-être pas le polytechnicien qu'on imagine, je dirais, donc, effectivement, travaillant dans les cabinets ministériels et tout ça. Voilà. Donc, il est de l'âge de Catherine, qui est ma 2e fille, et qui travaille aussi dans l'entreprise, qui s'occupe, elle, de toute la partie digitale. Ouais. Oui, je crois savoir qu'elle a aussi une entreprise. Elle a une start-up, oui, effectivement, donc voilà. On lui avait demandé, elle a créé sa start-up et qui travaille effectivement pour le groupe Jeannot. Voilà, donc, tout à fait. Très bien. Donc une entreprise. JBS, January, je ne sais pas les mots anglais exactement, je ne me souviens plus, mais bon. Qui travaille sur les logiciels de passage de commande, tout ce qui est partie digitale en fait. D'accord. En parlant de digital, comment, avec le recul que vous avez, vous percevez l'évolution vers l'intelligence artificielle? J'aimerais avoir votre avis sur cette question, puisqu'on est cette semaine en plein dedans. Alors, ça va
redater l'épisode, mais, Alors, c'est quoi votre vision? L'intelligence artificielle, effectivement, l'année dernière, au niveau de notre réseau des partenaires, donc, on avait fait venir un intervenant sur l'intelligence artificielle, où on a écouté tous avec des yeux grands comme ça, des oreilles grandes comme ça, en disant tout ça. C'était en janvier 2024. Et là, un an après, mais voilà, c'est passé dans le langage commun. Hein. C'est incroyable, la vitesse à laquelle ça va et le travail que ça va faire. Donc nous, on a déjà, effectivement, au niveau de l'intelligence artificielle, on travaillait avec ChatGPT, on a arrêté ChatGPT, j'ai pas eu toutes les explications de la part de Pierre, mon DG, donc voilà, et on est passé avec Mistral. Mais effectivement, je dirais... alors, c'est-à-dire que comme ça, on peut pas dire, ça va nous révolutionner ça. Je pense que ça va tout révolutionner, oui, c'est pas pareil. Est-ce que du coup, avoir en compétition la machine, ça ne va pas nous pousser à être meilleur en tant qu'humain? Est-ce qu'il n'y a pas justement la peur de postes qui disparaissent, même de professions qui disparaissent, d'après vous? C'est savoir quelle incidence, d'après vous, c'est une opinion, sur les gens. Moi, je me dis que sur mon métier, il faudra toujours des fenêtres. Parce que je vois mal les gens couchés sous la tente ou dans leur camping-car. Donc, quelque part, je veux dire, il faudra toujours des bâtiments et il faudra toujours des fenêtres dans les bâtiments. On ne peut pas s'en passer. Donc, on est sur des métiers qui, malgré tout, comparés à beaucoup d'autres, qui doivent se poser des questions. Effectivement, je pense aussi à nos avocats, à nos notaires, enfin, je veux dire, des professions comme celle-là, qui, effectivement, l'intelligence artificielle, ça va un peu les bousculer, hein, quand même. Hein. Mais nous, les fenêtres... Non, je pense que c'est une plus-value qui va s'apporter effectivement à la façon dont on gère effectivement un certain nombre de dossiers, de sujets, enfin j'en sais rien, le marketing, les RH très certainement, la compta aussi, tout ça, voilà. Donc tout ça, c'est un plus... Mais on est, je dirais, sur des produits quand même, au niveau de la fenêtre, c'est concret, et on ne peut pas s'en passer. Et à la fin, vous êtes d'accord avec moi, on ne peut pas s'en passer. Moi j'ai des fenêtres chez moi. Exactement, moi aussi. Moi j'ai des fenêtres chez moi. J'ai des fenêtres chez moi. Non, mais c'est vrai que... Mais justement, et c'est bien ça, parce que ça permet aussi de faire la transition vers le savoir-faire. Vous travaillez avec des gens qui tous les jours sont dans les ateliers, dans les usines Jeannot, donc qui ont fait des parcours techniques dans leurs études. Est-ce que pour vous, pendant des années, on a négligé, vous trouvez que, enfin, c'est même, je pense que c'est une question rhétorique, hein, mais on a négligé ces filières-là, ces bien filières sûr, techniques? Totalement. Et ça date pas d'hier. Et ça date pas d'hier. Alors déjà, là, on a effectivement encore cette année, je dirais, des salariés qui sont partis en retraite et qui ont fait toute leur carrière chez nous. Ils sont rentrés comme apprentis. Ça fait déjà maintenant, forcément, avec 52 ans de recul, je veux dire, on a un certain nombre de salariés qui, effectivement, ont fait toute leur carrière chez nous. Voilà. Malgré tout, c'est vrai que toutes ces évolutions qu'on a connues, et je vous ai parlé de la lame de fond du PVC, au niveau du bois, on a perdu aussi un certain nombre de savoir-faire. Mais pour répondre précisément à votre question, en 63, j'ai 14 ans à cette époque-là, eh bien, c'était déjà « Ah, tu fais un apprentissage ?» sous-entendu, parce que tu n'es pas capable de faire autre chose. Alors c'est vrai que tout le monde ne savait pas qu'effectivement j'étais rentré à 11 ans, je dirais en 6e, et que 3 mois après, je m'étais fait virer. mais malgré tout, c'était, voilà, de toute façon, il faut faire des études, ce qui en soi est une bonne chose, mais on peut faire des études aussi techniques. Quand on voit l'Allemagne, tous ces apprentis qu'ils ont formés depuis des années et des années, et qui terminent d'ailleurs comme PDG de la boîte, souvent, hein, mais ils savent de quoi ils parlent aussi. Donc, quelque part, voilà. Il y a eu comme un mépris peut-être de classe. Ben, bien sûr, c'est toujours l'histoire des cols bleus et des cols blancs. Hein, c'est toujours la même chose. Voilà, c'est moins bien, effectivement, tes cols bleus et tout ça, t'es bon qu'à faire ça, toi. Ben, aujourd'hui, nous, dans les ateliers, effectivement, de toute façon, ça ne nous empêche pas d'avoir des gens qui ont des masters, hein, qui se rendent compte que, justement, mais combien de gens on voit à 40 ans qui changent complètement de métier, hein, parce que, justement, ben, en fait, ils sont passionnés par la menuiserie, par exemple, pour certains, j'en connais plusieurs, hein, exactement, ou d'autres professions. Alors, c'est vrai que, par exemple, ce qu'on vient de voir avec Notre-Dame de Paris, on a mis en valeur sur le plan aussi communication et marketing, effectivement, ces métiers manuels. Parce que malgré tout, il faut aussi quand même que dans la tête, il y en a un petit peu quand même, on va dire.
Mais je vois quand même dans les ateliers chez nous, je veux dire, ils sont tous avec effectivement un écran. Ils savent, je veux dire, ils ont un système d'information. Je veux dire, aujourd'hui, ce sont des opérateurs, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait aussi il y a 40 ans. Donc, c'est toujours ce problème en France, effectivement, de déconsidération des travaux manuels. Alors, on voit, oui, on est obligé de faire venir de la main-d'œuvre étrangère. Voilà. Parce que c'est dégradant, effectivement, je dirais, d'être en col bleu. Ça n'empêche pas de se former au fur et à mesure. Moi, effectivement, ce qui m'a beaucoup aidé, effectivement, c'est que je suis rentré dans une structure qui s'appelle le CJD, le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise. Sur Nantes, il y avait une section qui était quand même très, très dynamique. Et après, c'était aussi donc, des formations qu'il y avait en interne, mais aussi le partage des savoir-faire. Ce partage des savoir-faire, voilà, toi tu fais comment, tiens tu fais comment, et chacun apporte effectivement sa compétence et tout ça. Et ça c'est d'une richesse qu'on n'estime pas, qui est tellement importante si vous voulez. Est-ce que, d'après vous, le savoir-faire français, dans différents domaines, pas que la menuiserie, est en train de mourir à petit feu, ou au contraire, il a encore un avenir toujours par rapport à Notre-Dame, qui a tellement été médiatisée, effectivement, je dirais, là, on a quand même chez nous une vingtaine d'apprentis, de stagiaires et tout ça, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu autant. Hein. Surtout que dans une entreprise comme le groupe Jeannot aujourd'hui, c'est 25 métiers différents. Oui, c'est comme si les gens voulaient revenir à un métier qui concret, qui veut dire quelque chose, qui est connecté au réel. Tout à fait, c'est vrai. Alors après, le métier d'artisan, je reviens au bois et notamment, je dirais, aux charpentiers qui ont construit, qui a été... c'est vrai que bon, ça met en valeur le Tour de France et tout ça, ça met en valeur un certain nombre de choses. Maintenant, il faut aussi avoir des chantiers qui permettent de financer tout ça. Parce qu'il y a quand même une réalité dans tout ça, c'est l'argent. J'allais dire le pognon, mais c'est un peu vulgaire, mais plutôt l'argent. Et donc, d'après vous, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là pour valoriser davantage justement cet argent, parce qu'on est en concurrence avec les pays aussi de l'Union européenne de plus en plus. Donc c'est ça aussi les avantages et les avantages du marché commun. Macron, quand même, il a fait ça de bien un peu, ce qui effectivement, il a poussé effectivement par rapport justement à l'apprentissage et tout ça. Bon, là maintenant, il n'y a plus de sous pour ça, a priori, donc on revient, on fait 180 degrés en arrière. Donc voilà. Donc là aussi, on ne s'inscrit pas du tout dans la durée, ça change tout le temps en France. Voilà. Donc là, on espère. Mais je pense qu'aussi dans les jeunes... Alors après, nous, je dirais, dans le recrutement, et même pour nos jeunes, justement, c'est le principal critère, c'est le savoir-être. Avant le savoir-faire. Alors pour nos jeunes, ils ne sont pas dans le savoir-faire, parce qu'on va les former. Mais dans le recrutement des jeunes, c'est quand même le savoir-être. Et mais on trouve. Très bien. On va s'approcher tranquillement de la fin de cet entretien. J'aimerais avoir quand même votre vision, vu que vous êtes dans le secteur de la menuiserie en plus, ça va vous parler. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui des démarches de transition écologique, transition énergétique, la rénovation aussi énergétique? Ça doit impacter aussi votre business. Comment ça s'inscrit on va dire dans la stratégie du groupe Jeannot, ces enjeux-là? Oui, forcément, c'est quand même un sujet d'actualité. Donc on est quand même assez branché sur le sujet. Bon, maintenant, au niveau de nos matières premières, c'est quand même un peu compliqué. On est sur des profilés PVC. Le PVC, à l'image du PVC, c'est du pétrole, entre autres, tout ça. Donc voilà. Bon, le bois, c'est quand même justement, et c'est pour ça qu'on peut-être aussi une des raisons de l'engouement sur le bois depuis maintenant 6 ans à peu près, ça a commencé. Donc voilà, le bois revient parce qu'on a des protections pour le bois aussi, je dirais avec des peintures à base aqueuse qui sont justement, qui vont dans le sens justement du développement durable, voilà. Et puis on rénove aussi des vieux châteaux, des châteaux et tout ça, que jusqu'à maintenant, tout ça pour améliorer effectivement l'isolation thermique et tout ça. Donc voilà. De l'aluminium, ça reste aussi, je dirais, très consommateur d'énergie. Bon, et puis l'acier, c'est aussi un matériau, c'est un matériau noble aussi. Donc, et il y a aussi le cycle de vie des produits, j'imagine qu'il y a une démarche de recyclage. Alors le recyclage, c'est un vrai sujet chez nous, qui est même plus que d'actualité. Enfin, c'est d'actualité, mais seulement on a déjà anticipé il y a déjà quelques années. On est number one, je dirais, sur effectivement, le recyclage des vieilles fenêtres, des vieux volets et tout ça, au niveau français.
Hein. Aujourd'hui, je dirais, en l'espace de 3 ans, on est monté à plus de 3000 tonnes. Hein. Donc, et cette année, on a environ la cible de 5000 tonnes. Donc, plutôt que tout ça, ça s'en aille dans l'enfouissement. Hein, et on ne sait pas trop où. C'est revalorisé. Et tout ça, c'est désossé, c'est détruit. On va dans des centres, effectivement, de désincarcération. Hein, et puis, tout ça, c'est effectivement, je dirais, donc, le verre est renvoyé aux fabricants de verre, l'acier, donc, s'est fondu. Enfin, voilà. Donc, on est dans une filière qui, effectivement, puis où on est quand même, je vous dis, un des pionniers. Est-ce qu'il y a un sujet que vous aimeriez, vers la fin de cet entretien-là, aborder avec l'audience? J'ai anticipé, en dehors de l'humour sur lequel j'ai dit que je serais là encore pendant 50 ans, mais donc j'en ai parlé justement avec Pierre, maintenant Pierre qui m'accompagne, qui est de l'âge de Catherine, donc voilà, ils sont de 77, donc ils ont 48 ans maintenant, donc et à ce niveau-là, voilà, donc Catherine et ma volonté, et c'est organisé aussi pour que, je dirais, ça se transmette dans la famille aussi, même si Pierre aussi est actionnaire du groupe Jeannot, donc voilà. Ouais. Donc tout ça, c'est préparé. C'est préparé. Mais du coup, vous, en tant que chef d'entreprise, vous ancrez votre entreprise donc dans le temps long. Oui, absolument. C'est ça. Mais oui. Par exemple, on a vu des entreprises familiales aussi péricliter parce que ça avait été mal géré. Comment vous faites pour bien gérer une transmission, justement? Ce qu'il y a, c'est que quand je suis parti, je ne pourrais pas de là-haut continuer à piloter quand même. Donc ça, j'ai vu personne et tout ça. Et c'est vrai qu'on voit aussi des PME familiales où justement les enfants, les enfants font progresser. Comme on dit, la troisième est là pour manger effectivement tout ce qui a été fait avant. Bon, je ne peux pas dire ce que feront ma troisième génération. Ma troisième génération, pour l'instant, elle commence à venir dans l'atelier déjà pendant les vacances. Hein. Donc il y en a deux de mes petits-enfants donc, qui sont venus dans l'atelier effectivement travailler à l'acier. Il y en a d'autres qui sont venus travailler aussi, je dirais, à la préparation des accessoires et tout ça. Donc voilà. Et il y en a qui commencent à s'intéresser un petit peu. Donc peut-être pas. Voilà. Donc bon, maintenant ça va de 10 à 23 ans dans mes 9 petits-enfants. Voilà. Très bien. Henri Jeannot, je demande, pour finir cette émission, à chaque invité de ramener un objet qui raconte une histoire pour eux. Qu'est-ce que vous avez apporté? Votre avis? Du bois? Allez-y. J'ai ramené du bois fossilisé qui a plusieurs millions d'années. Millions d'années. Voilà. Exactement, je ne peux pas vous dire, mais on parle en millions d'années. Voilà. Et donc, effectivement, voilà, donc, au fur et à mesure, effectivement, le sol, je dirais, la terre a monté sur les arbres qui étaient tombés. Et donc, alors ça vient pas de France, hein, ça vient de je ne sais plus quel pays. Et donc, et c'est très dur, hein, c'est très dur. Et c'est magnifique, par contre. Donc, j'en ai 2 comme ça. Et ça me permet effectivement de mettre effectivement soit des bouquins, soit des dossiers et tout ça. Donc je trouve ça magnifique. Et en plus, c'est quand même par rapport à mon métier qui est le travail du bois. Donc c'est vraiment pour moi un super clin d'œil. Henri Jeannot, merci d'avoir accepté du coup cette interview et je vous souhaite une très bonne journée. Merci de m'avoir invité. Voilà, bonne chance. Merci beaucoup.